Voilà, il est pile 8h30, nous allons démarrer. 9 de nos amis sont déjà en ligne avec nous. Donc, je souhaite le bonjour à tout le monde et puis nos autres amis nous rejoindront très certainement en cours de route. La réunion de ce matin est initiée par le club ADTEM Montpellier Occitanie, qui est un des clubs les plus anciens au niveau de l'ADTEM, puisqu'il date depuis 1972, donc ce qui fait un grand nombre d'années. Et nous essayons toujours d'être à l'affût de l'actualité en matière marketing. Et aujourd'hui, je suis content de recevoir Patrick Mercier. D'abord parce que c'est un ami et que je connais depuis très longtemps, et puis parce que c'est un homme qui est passionné par les marques et qui se bat régulièrement pour travailler sur les stratégies de marque. Il a déjà émis un premier ouvrage, si je me souviens bien, c'était en 2002, avec un titre qui était Do More with Less. L'idée, c'était de travailler essentiellement sur la stratégie de challenger des marques, de faire voir que le challenger, c'est souvent lui qui fait le plus d'efforts et faire voir toutes les stratégies qu'il y avait. Il revient aujourd'hui avec un autre ouvrage. Alors, il revient, il n'était pas parti, mais il revient en termes d'écriture, avec un ouvrage sur la bénévolence. La bénévolence est un concept qui est extrêmement intéressant quand on prend l'évolution du concept du marketing. Donc, si on prend très rapidement pour présenter un peu le sujet, quand on prend l'évolution du concept marketing, dans un premier temps, c'était les 30 glorieuses, donc c'était très ancien, dans les années 45-75. Le concept de marketing, c'était d'être sur le marketing sûr. Le marketing agissait sur les individus. Puis, on est passé à la fin des années 75, pratiquement jusqu'aux années 90, le marketing pour. Le marketing agissait pour telle et telle chose pour nos consommateurs. Et puis, depuis la fin des années 90, on est passé dans une autre étape très importante du concept marketing, qui est le marketing avec. On est là avec vous et on avance avec vous et on participe avec vous. Et aujourd'hui, on est sur une évolution dernière de ce marketing avec, qui est tout le concept de marketing participatif. On est là pour vous être utile, on est là pour essayer de faire quelque chose le mieux possible pour vous. Et c'est une nouvelle stratégie de marque que met en avant Patrick, à base d'exemples qu'il va nous donner. Bien sûr, une grosse réflexion sur ce concept, mais il nous mettra en avant beaucoup d'exemples. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'un concept, il est arrivé à le quantifier, à le mesurer avec, il nous présentera l'indice de la bénévolence. Voilà, Patrick, un petit peu le sujet. Donc, tu vas nous mettre la présentation, puis l'eau à la bouche par la présentation du concept. Et puis, au fur et à mesure, si éventuellement nous avons des questions, eh bien, on pourra, à tour de rôle, éventuellement, ou ceux qui le souhaiteront, prendre la parole pour te poser telle ou telle question sur ce que tu présenteras. Peut-être que dans un premier temps, avant de te laisser la parole, Patrick, faire un petit tour, j'allais presque dire un tour de table, par rapport aux 10 personnes qui sont présentes, donc les autres nous rejoindront après. Donc, je ne sais pas qui veut commencer par se présenter. Alors, je ne vais pas faire l'appel, mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier? Sinon, je le verrai, parce que à partir de ceux qui sont inscrits déjà présents, attends, je le regarde tout de suite. Donc, j'ai Quentin Gandino, je ne sais pas s'il peut se présenter. Oui. Quentin? Claire Doré? J'ai Delphine Launay aussi, peut-être si elle peut dire se présenter. Franck Lenoyer? Apparemment, il y a des problèmes de connexion là. Il y a un problème de connexion, oui. Ouais. Je ne sais pas. Anne Soares? Donc, j'ai un problème de connexion. Quentin, je ne sais pas si... Non, je sais pas ce qui se passe, mais si on peut pas échanger, c'est... Et oui, c'est un peu embêtant. Christine Bayeul, pour voir. C'est un peu ennuyeux. Donc, je n'ai pas... C'est bizarre qu'on ne puisse pas échanger. Ouais. Corentin, tu peux regarder si on peut tous échanger. Corentin est notre ami pilier à l'ADTEM qui s'occupe de c'est la bienveillance en termes de réunion en ligne. C'est lui qui nous fait le concept. Juste Voilà, je crois que petit à petit, c'est en train de se mettre.
Claude, si tu veux parler avec la personne, il faut que la faire monter sur scène, en fait. Je t'avais dit qu'ils peuvent pas monter sur scène par eux-mêmes, vu que c'est des participants. Ouais. Moi, je ne vous Je- je- entends plus. J'entends. C'est très, très haché. Je n'ai plus le son. Je vous Ah, très je peu. pense que Oui. c'est de ton côté, Claude. Mais en tout cas, il se présente dans le chat. Donc, je sais pas, c'est D'accord. Patrick, tu le vois. Oui, Euh, oui, je vois le chat. bon, ok, Ouais. c'est bon. Donc voilà, Claude, c'est bon, on t'entend. Enfin, tu nous entends pas très bien, Claude. Mais en tout cas, Oui. on vous entend très bien. Patrick, on l'entend très bien. Donc, Bon. D'accord. Alors, Patrick, je laisse. tu peux y aller. Alors, Patrick, je ne sais pas si. Ok, bon, ben, je vois les chats, donc ça permet d'avancer. Bonjour à toutes et tous. En fait, le but de cette matinée, d'abord, c'est une présentation sous forme d'échange et de discussion. Surtout, je ne souhaite pas faire une présentation trop formelle. Euh, En fait, le sujet de la bénévolence, c'est la capacité des marques, on va revenir dans sa définition, à transformer, parfois même à changer le monde. Bon, effectivement, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les attentes des consommateurs, les attentes des gens, c'est-à-dire nous, on sent qu'il y a un appétit pour que les marques jouent un rôle dans la transformation positive de la société. On l'a vu récemment dans l'écologie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On va voir plusieurs éléments. On va avoir une rapide définition de la bénévolence, qui est une nouvelle façon de dire bienveillance. J'expliquerai pourquoi on a choisi ce mot-là. Ensuite, on verra le Benevolence Index. En fait, on a essayé de comprendre, de mesurer les marques sous l'indice de la bienveillance puis la bénévolence, euh, de comprendre en fait les marques qui l'étaient plus ou moins. Donc, vous verrez comment on a construit cet index, qui est un index unique et qui est renouvelé chaque année avec l'Institut d'études BVA. Et puis, pour essayer d'être concret, via des films, on essaiera de voir quelles sont des marques qui sont véritablement bénévolentes, c'est-à-dire qui ont intégré totalement euh, la, la qualité et en tous les cas toutes les qualités nécessaires pour être une marque bénévolente. Donc on peut démarrer la présentation une fois encore, comme l'a dit Claude, n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir si vous le souhaitez. Alors, on pense effectivement que c'est le temps de la bénévolence, donc tout simplement parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un changement de paradigme et que à la fois la société, les gens, les consommateurs attendent beaucoup plus des marques. Donc on peut continuer. Alors, si on veut résumer, parce qu'il faut, nous, ce qu'on a souhaité faire en fait dans la définition des marques bénévolentes, c'est de faire quelque chose d'extrêmement simple. Souvent en France, on a tendance un peu à compliquer et on a essayé d'imaginer, vous le verrez tout à l'heure, dans l'indice de la bénévolence, de s'inspirer du NPS, donc qui est un indice qui mesure la recommandation à partir d'une seule question. Est-ce que vous recommandiez cette marque à un ami ou à un membre de votre famille? Et en fait, quand on a réfléchi de cette façon-là, vous le verrez tout à l'heure dans l'indice, on s'est dit, qu'est-ce qui peut caractériser en fait une marque bénévolente? En fait, c'est extrêmement simple. C'est une marque qui a deux qualités, qui a deux intentions, c'est améliorer la vie des gens de façon concrète et s'adresser avec eux, communiquer avec eux de façon attentive et respectueuse. Donc c'est extrêmement simple, c'est-à-dire c'est une marque qui dit mon obsession c'est euh, être agir concrètement pour améliorer la vie des gens et quand je m'adresse à eux, que ce soit la communication, que ce soit par digital, etc., c'est d'être attentive et respectueuse. En cela, la sincérité dans toutes ces actions et les actes sont les piliers de la bénévolence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit simplement des intentions, il faut que ça soit réel et la notion de sincérité et d'acte est fondamentale. Alors, je vois que je peux avancer mes slides, donc je sais. En effet, ça y est, j'ai trouvé. Alors, le pouvoir de la bénévolence, je le développe plus largement dans le livre que j'ai édité il y a quelques mois qui s'appelle The Power of Benevolence. C'est de générer une nouvelle forme de croissance. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien aujourd'hui, et je crois que la Covid a accéléré ce phénomène, on ne peut plus imaginer une croissance débridée dans tous les secteurs d'activité. On s'aperçoit qu'on a besoin de régler en fait la machine, je dirais, économique, voire même capitalistique, avec une nouvelle forme de croissance, pour que cette croissance soit peut-être plus mesurée, plus douce, mais plus régulière.
Et en fait, ce qu'on essaie de faire, en tous les cas, c'est que la communication est un vecteur de transformation. Et en fait, ce qu'on essaie de faire avec la Benevolence, c'est d'accompagner les marques dans leur transformation à travers la communication, ce qui est le plus simple. On verra des exemples. L'expérience client qui va devenir majeure pour exprimer la Benevolence, c'est-à-dire quand on dit l'expérience client, c'est l'ensemble des points de contact d'une marque avec ses clients ou ses consommateurs, et bien évidemment l'innovation. Vous verrez tout à l'heure un ou deux exemples d'innovation assez spectaculaires. Alors, le Benevolence Index, en fait, on a lancé, vous avez en fond d'écran l'ensemble des marques on a mesuré aujourd'hui 400 marques, un petit peu plus que les 300 indiqués. En fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On s'est posé la question de la façon suivante: comment on pourrait inventer une nouvelle unité de mesure stable, vérifiée, pour mesurer les marques, pour prendre en fait une sorte de prise de température des marques avec la notion de bénévolence. Donc en fait, on a posé deux questions qu'on a ensuite assemblées. La première question, c'était: est-ce que vous pensez que cette marque améliore concrètement votre vie tous les jours? Et deuxième question, est-ce que cette marque s'adresse à vous avec attention et respect? Deux questions simples, des questions un petit peu effectivement inhabituelles dans tout ce qui est mesure de marque. Et on a pré-testé. Et une fois qu'on a pré-testé et validé en fait le modèle, on l'a généralisé pour 300 marques auprès de 5000 Français. Et depuis maintenant 2016, chaque année, on mesure ces marques avec des évolutions. On s'est aperçu par exemple que la première année, quand il y a eu le Dieselgate, Volkswagen était mal noté. Et puis un an plus tard, toujours mal noté avec l'indice de Benevolence, en fait, on s'est aperçu que la note remontait. Alors, l'indice qui est mesuré est un indice extrêmement simple, puisqu'en fait, c'est une note de 0 à 10, vous allez le voir dans un instant, pardon, qui permet, donc vous avez un panorama de l'ensemble des marques une partie des marques qu'on a observées, qui permet, à l'instar du NPS, de se dire: est-ce que je suis véritablement bien scoré sur la Benevolence ou pas? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un lien entre Benevolence et préférence. En fait, les courbes démontrent très bien que plus une marque est bénévolente, plus elle est préférée par les consommateurs. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, puisque être bénévolent, c'est pas une fin en soi, ça doit servir à une notion très claire, qui est la notion de préférence. Alors, grosso modo, voilà un petit peu, vous avez sous les yeux les scores. Donc avec les marques qui sont le plus bénévolentes, qui ont un indice supérieur à 60, les marques favorables, c'est-à-dire celles qui se disent, on sent qu'elles font un effort pour progresser dans la bénévolence. Les hésitantes, alors après on peut discuter de la terminologie, mais c'est des marques qui n'ont pas encore fait de vrais choix, et puis des marques qui sont réfractaires à la bénévolence, parfois par défaut. C'est pas forcément une volonté, et ça veut pas dire que ces marques sont des petites marques. Quand on regarde Burger King, Coca-Cola, EasyJet, Uber ou BNP Paribas, vous pourriez avoir la tentation de dire, mais c'est quand même curieux parce que ce sont de très belles marques qui ont l'air de fonctionner, pourtant elles ne sont pas bénévolentes. Mais revenons aux questions. Ce qu'on a cherché à mesurer, c'est, souvenons-nous de la première question, est-ce que cette marque améliore concrètement ma vie tous les jours? Je suis pas sûr que Coca-Cola rentre là-dedans, c'est pour ça que ça explique cette note. Identique, c'est le même raisonnement pour SFR ou Burger King. Donc il y a une dichotomie entre parfois une consommation addictive d'un produit, et donc quand il y a consommation addictive, il y a développement des ventes, donc il y a un bon business, comme dans le cas de Burger King ou Coca-Cola, une dichotomie avec le sentiment que cette marque améliore ma vie. C'est un peu le même phénomène qu'avec la cigarette. Les gens savent que c'est pas bon pour l'organisme, mais ils continuent d'en consommer. Donc ça nous a permis de comprendre dans certains cas pourquoi des grandes marques, comme Coca-Cola, avaient de mauvais scores. Alors, évidemment, quand on discute avec les gens de Coca-Cola, ils sont intéressés sur le fait de se dire comment on pourrait essayer d'améliorer notre perception sous l'angle de la bénévolence. Regardez la marque Fleury Michon, qui est quand même une marque qui part de loin, puisqu'en fait, c'est des produits traiteurs et de charcuterie, qui fait beaucoup d'efforts sous l'initiative de son ancien directeur de marketing, David Garbouze. Et en fait, cette marque progresse chaque année et démontre concrètement, en fait, c'est pas simplement dans l'intention, elle construit des actes qui démontrent
qu'en fait, elle essaie d'améliorer la vie des gens. Je ne sais pas si ça vous a pas échappé, ça a été la première marque à proposer un jambon sans colorant. Alors, c'était un peu bizarre, puisque le jambon était un peu gris, donc, mais c'était une nouvelle présentation très authentique, très directe, en fait, de ce produit-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure une position de départ, vous l'avez vu, il y a quatre catégories. Ensuite, on mesure, selon les secteurs, en fait, l'élasticité. Alors là, vous avez la distribution alimentaire. Alors, on s'aperçoit que si demain Franprix veut effectivement progresser, se rapprocher de Lidl ou d'Intermarché ou de Leclerc, on sent les courbes de croissance, les courbes de progression. Ensuite, quels sont les champions de la catégorie? Alors, les champions de la catégorie, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de faire du benchmark en se disant comment Decathlon a construit son formidable score de bénévolence. Bon, Decathlon est une marque iconique qui fait beaucoup de choses très bien. Et on s'aperçoit qu'à l'inverse, en tous les cas, quand on regarde d'autres opérateurs dans le sport, comme Sport 2000 par exemple, Sport 2000 pourra avoir un très bon score de bénévolence, ce n'est pas le cas. Parce que les initiatives sont différentes. Ça ne veut pas dire que Sport 2000 fait mal son boulot, ça veut simplement dire que au regard de la bénévolence, la marque est moins bien scorée. Enfin, une fois qu'on a vu le score de la marque, l'élasticité, c'est-à-dire où est-ce qu'elle peut progresser, que faire, quels sont les champions de la catégorie, en fait, on peut essayer de comprendre après sur l'indice de bénévolence nous donne en fait une analyse client et non client, et on peut s'apercevoir qu'il y a des scores un peu différents. C'est-à-dire que, par exemple, on a longtemps travaillé pour une marque qui s'appelle du groupe Beiersdorf, et donc qui s'appelle Nivea, pardon, et qui donc, on sent très bien la dichotomie entre ses clients et ses non-clients. Et en fait, ça donne des indices. D'ailleurs, Nivea, globalement, a toujours eu de très bons scores en matière de bénévolence. Donc, ça permet d'avoir sur les clients et les non-clients, en fait, des indicateurs très intéressants à exploiter. Donc là, c'est sur d'autres marques. Donc, c'est un petit peu petit, donc je vais essayer d'avancer vite. Puis, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant dans la bénévolence, c'est en fait son, entre guillemets, son adhésion assez spontanée, même si, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis en écran cette photo, même si parfois il y a un petit peu de mal de passer du mot de bienveillance à bénévolence. Alors, en fait, le mot bénévolence c'est un vieux mot français du XVIe siècle qui signifiait faire le bien autour de soi. Et il se trouve aussi que c'est la parfaite adaptation du mot bienveillance en anglo-saxon. Donc, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et donc, on a trouvé à la fois un mot français chargé de sens et un mot qui a une signification à l'international, et c'est pour ça que nous l'avons choisi. Alors, la deuxième raison, c'est que vous vous souvenez tous, il y a 20 ans ou 25 ans, on parlait beaucoup de rupture, et puis Jean-Marie Dru, qui est notre maître à tous, a inventé un mot qui s'appelle disruption. Et ce mot, en fait, est venu réveiller d'une certaine manière le mot rupture, qui était un mot dont on n'arrivait pas à vraiment en saisir la signification. En fait, le fait de faire un petit pas de côté, ça permet de réveiller, ça permet de redonner de l'intérêt en fait à un mot qui est chargé de sens. Alors après, vous savez qu'en 2018, le mot bienveillance a été le mot le plus utilisé dans toutes les déclarations publiques, ça l'est encore un peu. Donc le troisième indicateur, on s'est dit, il y a peut-être un peu de saturation sur un mot qui risque de se vider de son sens. Donc bénévolence, c'est un mot nouveau, un mot frais, qui suscite de la curiosité et qui donc nous a permis, avec les Échos le 4 février, de faire une conférence juste avant le premier confinement, assez spectaculaire dans le nombre de participants dans la salle, mais aussi dans le nombre, la qualité des présidents d'entreprises qui étaient là. Donc vous avez sous les yeux, il y avait le président de LCL, le président de Système U, Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, une personne du groupe Danone Recherche Innovation, le patron de SFR, le patron de Biocop, le patron de Blablacar, David Garbouze que l'on parlait, et en haut, le patron de la Maïf, qui est une entreprise exceptionnelle en matière de bénévolence. On s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu qu'il y avait une vraie adhésion, qu'il y avait un vrai intérêt, et que ça nous a donné confiance, en fait, dans le fait qu'il fallait persister dans
le fait de mieux comprendre les marques, de mieux projeter les marques avec ce concept de benevolence. Alors, on va passer tout de suite à un exemple, parce qu'on nous pose souvent la question, bon, c'est bien gentil votre benevolence, mais nous, on est là pour faire du business. Est-ce que la benevolence, si on peut adhérer à ses valeurs et à son authenticité et à sa qualité, est-ce que ça peut nous amener à faire du business? Donc, on va avoir un premier exemple d'un hôtel qui s'appelle Arts Hotel, et ensuite, je vous donnerai deux, trois points de commentaire. Art Series Hotels, a leading luxury hotel chain, faced a challenge. Find a cost-effective way to increase occupancy rates during their quieter off-peak period, while at the same time differentiating their brand from a saturated hotel market. We responded to their challenge with an idea that transcended advertising, PR, and new product development. We called it the Overstay Checkout. It started with a question. Why is it that hotels make you check out at 11 a.m., even if no one needs the room straight away? The next guest may not be checking in until 6 p.m. or even the next day, but the room stays empty. With the Overstay Checkout, we encouraged each guest to stay on at no extra charge until we needed their room back for the next booking. It was beautifully simple. You didn't need to check out until somebody else checked in, whether that was at 2 p.m., 6 p.m, or even the next day. They overstayed thousands of extra hours, hundreds of extra nights. Some guests even overstayed the entire week. Our goal was to sell 1,000 rooms above expected occupancy. And despite almost no paid advertising, we sold 1,550, 55% above our target. And while it didn't cost us any extra to give guests overstay checkouts, we did make an extra $37,000 just from guests using the hotel services while staying at the hotel. The campaign had a budget of only $80,000 and achieved the incredible ROI of 359%. On top of this, global media coverage was valued at $1.5 million. The project was seen as a genuine innovation in the travel and leisure industry, solving how hotels manage the age-old problem of unsold inventory. Even Serena Williams was talking about it. Copycat models have started to appear, but that's okay. Art Series Hotels have proven they're a genuine innovator in the crowded hotel and leisure market. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cet exemple, c'est que ils ont remarquablement traité un point de friction qui est le check-out et ils l'ont transformé en point positif. Donc c'est un exemple concret de benevolence, c'est-à-dire ils ont essayé d'améliorer la vie des gens, la vie des personnes qui sont dans un hôtel, en observant de façon assez fine. Ce qui nous irrite tous, c'est que le lendemain matin, il faut partir à 10h, à 11h ou à midi. Donc c'est un exemple concret de bénévolence. C'est pas simplement de la communication, parce que je reviendrai. La bénévolence, ça s'appuie sur du service, de l'innovation, des intentions, des gestes. Et c'est un formidable exemple dans un secteur qui est l'hôtellerie, qui paraît assez immobile en matière d'innovation. Là, c'est un pas de côté, qui est un formidable pas de côté à la fois d'observation et de bénévolence, et qui visiblement donne de très bons résultats. Alors, je vais essayer de continuer, et là, je suis bloqué pour l'instant. Hop, je ne sais pas si Corentin, je peux continuer mes slides. Alors, j'essaye, mais bon, ça ne marche pas. Hop. Pardon, je suis allé un peu trop vite, j'ai loupé, je pense que j'ai un film qui est par là, je crois, Corentin, ça doit être le film Volvo. Ouais. Alors, on va voir un deuxième exemple, qui est en fait une marque d'automobile que vous connaissez, qui s'appelle Volvo, et qui a toujours été sur un credo qui est la sécurité. Donc, vous connaissez tous la publicité de toutes les marques automobiles. En fait, là, ils ont observé un phénomène un peu différent, qui est de se dire, dans les pays scandinaves, il y a beaucoup d'accidents de vélo, puisque le vélo est développé beaucoup plus qu'en Europe du Sud. Ils se sont dit quel type de position bénévolente on pourrait prendre pour montrer que la sécurité dépasse celle de nos voitures et peut aussi intéresser celle des vélos. Donc vous verrez, c'est une initiative assez remarquable parce qu'en fait, elle ne communique pas sur le cœur de métier de Volvo qui est l'automobile, mais sur son concept
qui est de la sécurité. Donc, c'est une phase de plus dans la posture stratégique de cette marque. Elle dit, je ne vais pas continuer, enfin, évidemment qu'elle fait de la publicité sur ses modèles, mais elle s'est dit, si je veux rendre service aux gens et si je veux montrer que je m'intéresse à leur vie, je ne vais pas simplement communiquer sur mes modèles, mais sur, en fait, ce qui les intéresse. On va voir tout de suite ensemble l'exemple de Volvo. Nearly every day, something almost happens. You've kind of got to be able to second guess the taxi in front of you or the pedestrians coming up. I end up getting nearly hit at least once a day. The young driver lost concentration and hit me from behind. I was extremely lucky that day. The doctor said that 95% of people that would have sustained those injuries would have been killed by them. We're on roads that were built really 100 years ago for far less traffic. In terms of cycling at night, I feel way less visible. Sometimes I choose not to cycle home at night. It's a lot more dangerous. Life Paint is a unique spray, different to other reflective products on the market. When you apply it to the surface, the reflective particles will stick together with a special adhesive, making the spray invisible by day, but light up at night in the glare of headlights. Volvo is renowned for its safety innovations. Life Paint takes the principles of our 2020 vision, protecting passengers inside the car to protect those outside too. I think you've just got to be as visible as you can, and that's the good thing about Life Paint, is it makes it very hard for you to be missed. Putting something on that will make you scream out to drivers like me is a fantastic thing. I think cycle safety in London is not all about bicycles, it's about cars, it's about pedestrians, it's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved to essentially help cyclists and help drivers in the end and save lives. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que on s'aperçoit petit à petit, revenons à la définition de la bénévolence, c'est petit a, agir concrètement pour améliorer la vie des gens et s'adresser avec eux avec attention et respect. On s'aperçoit qu'on rentre dans le cœur du sujet de façon concrète, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du baratin, ça devient des actes concrets. Et sur ce plan-là, on a vu pendant le premier confinement, on a vu deux choses en fait. On a vu des marques qui étaient extrêmement concrètes dans leur volonté de bénévolence, la Maïf, qui spontanément, sans qu'on lui demande, a remboursé 100 millions finalement de cotisations en voitures qui ne roulaient pas assez, donc à ses clients, parce qu'ils ne roulaient pas assez, ils ne roulaient pas du tout, pardon, pendant le confinement. Les gens n'ont rien demandé, hein. Ils ont spontanément, et Démiurger a spontanément proposé 100 millions de remboursements. Il n'y a rien à dire, c'est concret. Il n'a pas fait de pub là-dessus. Et puis vous avez eu aussi, là j'ai perdu les slides, je pense que c'est normal. Vous avez eu aussi tout un tas de déclarations de marques qui sont devenues des marques avec des grands sentiments, etc. Et en fait, je voudrais juste qu'on fasse la part des choses entre les gens qui font les choses, exemple la Maïf, et les gens qui déclarent. Et c'est pour ça qu'il y a un risque aujourd'hui de déclaration de bons sentiments. Et pour les marques, il faut être attentif, en fait, dans leur communication, à communiquer que sur des actes. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est quand on communique sur des actes et pas simplement sur des intentions. Demain, regardez les spots de publicité à la télé ou les annonces presse ou même en digital, vous verrez qu'il y a ça se sépare en deux mondes, ceux qui font les choses et qui l'expriment et ceux qui déclarent. Donc, c'est un vrai challenge pour les communicants, pour les gens de marketing, pour les directions marketing et directions générales d'entreprise, c'est d'être focusé sur des actes. On va voir un autre exemple qui est celui de Toolpool, en fait, qui est là aussi, quand on cherche à être
bénévolent, quand on cherche à améliorer la vie des gens, on observe différemment. C'est-à-dire que, vous savez, l'innovation, on sait que c'est un point important, mais il faut que ça soit de l'innovation utile, parce qu'il y a tellement, Claude en parlerait bien mieux que moi, mais en matière d'innovation, on mélange un peu tout entre l'amélioration et l'innovation. Et quand on parle d'innovation, il faut qu'elle soit utile aujourd'hui dans la vie des gens, il faut qu'elle permette véritablement une transformation positive. On va voir l'exemple de Toolpool, qui est une entreprise qui était en train de mourir en Scandinavie et qui a totalement transformé son business model avec une observation bénévolente de la vie des gens et de la vie des bricoleurs. Donc Corentin, on peut envoyer la vidéo. Back in the day, small hardware stores could be found at every street corner in city centres. But giant home improvement chains in the suburbs have taken over the market. Today, Malmö Hardware Store is the only one of its kind left in southern Sweden. The store needed a new idea to attract more customers. We learned that the store's main earnings come from supplies like paint, screws, tape, and so on, not from expensive investments like power tools that you probably only use once or twice. So, in December 2012, we introduced Toolpool. Toolpool works just like a carpool, but with tools, and it's for free. Connect with your computer or smartphone to become a member. Pick your tool, select a date. Head down to Malmö Hardware Store to pick it up. And while you're at it, get those nails and masking tape that you need for your project. The day after the launch, Toolpool received extensive media coverage. Några veckor sedan öppnades till exempel en Toolpool, verktygspool i Malmö. Bilpooler och ja, varför inte? Funkar det på samma sätt? Ja, det är inte borrmaskin så är ett stort problem. The booking system is built as a Facebook app, so when you join or borrow a tool, all your friends get to know about it. In just 1 month, Toolpool reached more than 600 members, and the number is growing every day. While picking up their tool, 8 out of 10 bought extra supplies in the store. Sales increased by 25%, and requests for Toolpool in other cities keep coming in. Bon, c'est un formidable exemple parce qu'il est très simple. Ce système-là pourrait être dupliqué dans plein de pays et finalement, il est, ce n'est pas un acte démesuré ou en tous les cas inabordable pour un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit si je regarde différemment, si je suis un petit peu plus attentif, ben, je peux générer du business, je peux sauver mon business model et me réinventer positivement en se servant de la bénévolence. Donc, si on continue en fait dans le chemin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Arts Hotel qui était un exemple de bénévolence sur une observation d'un point de friction. On a vu Volvo qui dépasse le stade de son statut de constructeur automobile. On a vu Toolpool et puis qui étaient des exemples très concrets d'innovation. Là, on va voir un exemple qu'on aime beaucoup puisque c'est une marque avec laquelle nous travaillons, qui est Gîtes de France et qui nous ont posé une problématique. Bon, Gîtes de France, il y a 42 000 Gîtes de France en France et ils nous ont posé une problématique, c'est comment on peut dire qu'on est tous différents. Et vous allez voir dans la vidéo, en fait, la réponse, en termes de communication, ça n'a pas été de faire une grande campagne d'image, etc. Ça a été de dire, puisque vous êtes tous différents, on va inventer un système où chacun d'entre vous, pour développer votre particularité, vous pourrez finalement avoir votre propre campagne de publicité. Et en fait, vous allez, dans un instant, je vais demander à Corentin d'envoyer la vidéo, vous allez voir cet exemple de façon très concrète. Gîtes de France, c'est une institution depuis 65 ans. Un réseau de gîtes et des chambres d'hôtes au cœur de toutes nos fabuleuses régions françaises. Mais Gîtes de France, c'est avant tout 42 000 propriétaires incroyablement investis qui ont reçu le label non pas pour leur maison, mais pour leur passion. 42 000 sourires différents, 42 000 accueils différents, 42 000 expériences uniques, toutes aussi enrichissantes les unes que les autres. Alors pourquoi nous contenter d'un seul film publicitaire
pour parler de 42 000 histoires et faire passer cette main pour celle de Laurent, alors que le vrai Laurent, c'est lui. Gîtes de France présente La Campagne Impossible, un dispositif sans précédent imaginé pour Laurent et chacun des 42 000 propriétaires. Nous avons créé une application afin de générer autant de films qu'il y a de propriétaires dans le réseau Gîtes de France. En définissant son profil, ses passions, son univers et en se géolocalisant, l'application édite une structure de film personnalisée dans laquelle le propriétaire n'a plus qu'à intégrer ses propres images. Et l'impossible devient possible. Plus de 3500 films ont déjà été générés. Parmi eux, 100 ont été sélectionnés pour passer en télé. Toutes les autres vidéos ont été utilisées pour la campagne sociale qui a touché plus de 1 992 000 personnes. Une campagne qui a fait bondir de 20% le trafic vers le site de réservation. De quoi continuer à donner le sourire à Laurent, Marie, Jean-Pierre, Laurence et tous nos 42 000 labellisés. Donc voilà un exemple concret de communication bénévolente, c'est-à-dire que, une fois encore, comme le dit l'exemple, on aurait pu faire un film institutionnel rempli de bons sentiments. Là, on a cherché à être vraiment différent et à s'adresser à chacune des personnes qui peuvent être intéressées par un Gîte de France et en développant la personnalité de chacun des Gîtes de France. Alors pourquoi on l'appelait la campagne impossible? Pour vous rentrer dans les coulisses, c'est que le jour de la présentation aux clients, en fait, on n'avait strictement aucune idée de comment on pourrait fabriquer en fait cette appli. Donc on a pris un challenge en disant on va trouver une solution technique et on a fait développer en fait cette appli par une société digitale basée en France et en Californie et qui nous a mis au point avec Apple en fait cette possibilité d'avoir pour chacun des gîtes son propre film publicitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'animation de réseau, quand vous avez un gîte qui est dans une petite bourgade dans la France, le fait de se dire j'ai mon film publicitaire, vous imaginez le pouvoir de propagation, le pouvoir d'implication dans une marque et le pouvoir en fait effectivement de propagation dans les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait cette démarche est une démarche de bénévolente du début jusqu'à la fin et qu'on aime beaucoup, qui donne de très bons résultats. Et là encore, c'est un exemple de comment on peut exécuter la bénévolence en termes de communication, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Ça, c'est un exemple concret. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais vous montrer un autre exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille. Alors là, c'est une entreprise bénévolente par nature, avec une communication comment dirais-je, bénévolente totalement, et qui, je vous le donne en avant-première, vous savez qu'il y a des concours en France, non pas, je parle pas de prix publicitaire classique, mais de prix d'efficacité, donc c'est ce qu'on appelle le prix EFI, et dans la catégorie alimentaire, la marque que vous allez voir, je vous en dire un mot, donc qui s'appelle Pool House, a ça va être annoncé cette semaine, en fait un EFI d'or, c'est-à-dire une récompense suprême en matière d'efficacité. Donc ça démontre aussi que quand on est bénévolant, avec des innovations, ça marche. C'est-à-dire, c'est pas simplement des bons sentiments, c'est efficace et ça fonctionne. Alors, Pool House, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque d'œufs qui, en fait, a la particularité de ne pas tuer les poules. Alors, moi, ce que je ne savais pas avant, j'en suis désolé, mais c'est que, en fait, au bout de 18 mois, les éleveurs de poules qui produisent des œufs, en fait, les poules sont tuées parce qu'elles ne sont plus productives. Cette marque est la première au monde, en fait, à avoir considéré qu'elle ne tuerait pas les poules. Et elle va très très loin, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez acheter 6 œufs de Pool House, vous allez cotiser à ce qu'on appelle une caisse de retraite des poules, qui permet aux poules ce qui est juste incroyable comme idée, qui va permettre aux poules de vivre jusqu'à leur mort naturelle, sans les tuer avant. Et vous, si vous avez envie, si par exemple Claude a envie d'adopter une poule, il peut sur le site internet de faire candidature et tu pourras sponsoriser ou alors avoir une poule à ton nom entre guillemets. Bon, évidemment, ils sont allés jusqu'au bout de cette démarche. Et on pourrait se dire, bon, tout ça, c'est des bons sentiments, c'est merveilleux, mais est-ce que ça marche? Et en fait, c'est une marque qui
nouvelle start-up qui a une courbe de progression absolument incroyable. Et nous avons produit pour eux, vous allez le voir, un film publicitaire sous forme d'animation, dessin animé. On va vous le présenter tout de suite. Chaque année, 50 millions de poules sont tuées à l'âge de 18 mois parce qu'elles ne pondent plus assez. Et il n'y a que vous qui pouvez les sauver. Chez Pool House, nous nous engageons à prendre soin d'elles jusqu'à leur mort naturelle. Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. Donc effectivement, c'est une sorte de Pool House, c'est, je dirais, le schéma complet, c'est-à-dire la marque est spontanément bénévolente dans sa nature, dans son système, dans son ADN, pardon. Et la communication, là aussi, on a fait une communication, c'est un film d'1 minute, une communication très particulière, qui n'est pas une communication publicitaire classique, et qui va dans le sens de l'ADN de cette marque. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir en fait? J'ai essayé d'être le plus concret possible, c'est qu'à la notion de bénévolence, il faut lui donner, le mot n'est pas très français, mais la concrétude, c'est-à-dire, c'est, une fois encore, c'est la capacité des marques à vouloir améliorer la vie des gens tous les jours, on a vu des exemples, à regarder parfois des marchés banalisés un peu différemment, et prendre la parole avec eux de façon plus respectueuse, plus attentive. Je pense que l'évolution de la communication va dans ce sens, et l'évolution du marketing va dans ce sens. Donc, voilà quelques exemples concrets de comment on peut être bénévolent et l'intérêt et le pouvoir de la bénévolence. On a vu l'indice. Pardon? Patrick, si tu permets, juste une question, si tu permets, parce que tu dis la bénévolence, c'est un concept qui est d'abord d'être très concret, et quand on regarde les cas que tu nous as présentés, il y a 3 familles de bénéficiaires. Il y a bien sûr les consommateurs, on l'a vu pour l'hôtel, on le voit pour la voiture, etc. Mais il y a aussi éventuellement les adhérents. C'est le cas des adhérents ou le salarié ou autre. Je prends le cas des gîtes de France. Les bénéficiaires étaient d'abord tous ceux qui avaient des gîtes à mettre à disposition de leurs clients. C'est ça. Et puis, ça peut être aussi les animaux, tu vois, donc le cas des poules, par exemple. Donc, il n'y a pas uniquement que le consommateur. L'engagement à des bénéficiaires qui peuvent être de 3 familles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument, oui. Je pense que c'est global. Je vais vous donner un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est en fait cette société américaine qui s'appelle REI, qui a fait le Décathlon américain, je ne sais pas si c'est une marque de outdoor, et qui, les premiers, à l'instar d'ailleurs de la Camif en France, a décidé, il y a 5 ou 6 ans, de ne pas faire le Black Friday. Alors aujourd'hui, tout le monde se dit il ne faut pas faire le Black Friday, mais en fait, c'est un peu les moutons de Panurge. En réalité, cette marque a été la première, et dans un pays où la promotion est très agressive, ils ont dit le jour du Black Friday, on ferme nos magasins, on ferme notre site, pour que pendant cette journée, vous alliez profiter de la nature. Je ne sais pas si vous imaginez une enseigne française dire pendant un jour d'immense promotion, on ferme tout pour que vous alliez profiter de la nature. C'est un exemple absolument superbe et majestueux d'anti-Black Friday, qui est quand même un outil majeur de destruction de valeur en France et pour le retail. Et ça, c'est une très belle marque bénévolente. Et pour rejoindre ce que tu dis, Claude, en fait, c'est un geste de bénévolence pour les consommateurs, pour la marque, mais aussi pour le personnel. C'est-à-dire, quand vous êtes salarié d'une entreprise comme REI, vous vous dites, tiens, mes patrons, ils sont un peu différents. C'est-à-dire qu'ils ont une vision sur leur métier, une vision sur la société, une vision sur l'écologie qui est un peu différente. Donc là, oui, c'est vrai, lorsqu'on décide, ça prend du temps, ça se fait pas en 24 heures, on décide de prendre ce chemin très concret de la bénévolence,
c'est protéiforme en matière de style, tout à fait. D'accord. D'accord. Alors, donc, ce que tu mets en avant, enfin, il faudra bien, tu vas avoir d'autres exemples, c'est la concrétisation. C'est-à-dire qu'on se bat sur des choses réelles, ce n'est pas des idées. oui, c'est pas simplement des intentions, c'est-à-dire pendant le premier confinement, vous avez vu, il y a eu énormément de communication, que ce soit des banques, des assurances, des entreprises, qui d'un coup, d'un seul, se sont révélées comme des entreprises voulant sauver l'humanité. Alors, j'en parlais tout à l'heure, la Maïf n'a pas fait de discours, et ils ont dit spontanément, on va faire économiser 100 millions à tous nos adhérents. C'est un acte concret. C'est pas une déclaration, c'est très concret. Donc aujourd'hui, la bénévolence n'a de sens, effectivement, Claude, que s'il y a des actes qui accompagnent en fait cette intention de marque. Alors des actes qui sont un peu plus structurants que de dire si vous achetez mes produits, alors c'est déjà pas mal, je verse X% à une fondation, etc. C'est déjà bien, tout le monde ne le fait pas. Mais ça doit être beaucoup plus que ça lorsqu'on veut transformer sa marque, en faire une marque bénévolente, ça doit devenir l'ADN de la marque. Une fois encore, ça ne se fait pas en 24 heures, ça prend du temps, ça nécessite de projeter l'ambition de sa marque à quelques années et de déterminer un plan d'action très, très concret. Alors évidemment, dans le cas de Pool House… Juste si tu permets, pour la Maïf quand même, la Maïf a dit à ses adhérents, qui bien sûr, sur les consommations, entre guillemets, d'assurance qui n'avaient pas été faites puisque les voitures n'avaient pas tourné, l'argent qui a été mis de côté pouvait être versé à deux ou trois associations qui étaient proposées. C'était pas uniquement un retour à l'adhérent. Absolument, ils avaient le choix. La possibilité de faire bénéficier deux ou trois associations. Absolument. Ouais. Ok. Donc, oui, tu m'entends, Patrick? J'ai une coupure là. Allô, Patrick? J'ai une coupure de réseau. Ah, oui, Claude. Non, il y a Patrick, il a quitté. Je pense qu'il a dû avoir un petit souci. On va l'attendre. On va l'attendre. Corentin, je n'avais plus rien. Ça y est, je suis revenu, c'est bon? Patrick, oui. Oui, c'est bon, d'accord. Je sais pas. Il y a eu peut-être une petite coupure. Oui, mais on a été coupé. Je ne sais pas. On peut aussi être coupé, voilà, c'est bon, ça marche. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je ne voulais pas faire une présentation trop longue, mais essayer d'ouvrir des échanges avec celles et ceux qui ont des questions. Ceux qui le souhaitent, Corentin en parlera tout à l'heure. Évidemment, je suis pas en train de faire la promotion de mon livre, mais avec plaisir, ceux qui le souhaitent, je pourrais envoyer le livre qui explique l'ensemble de la bénévolence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis à votre disposition, ainsi que Claude. On peut échanger à travers des petits SMS, le chat, en fait. Ouais. Est-ce que tu as les exemples en distribution, Patrick? En distribution, j'ai cité effectivement REI. En fait, en distribution, ceux qui sont plus actifs, c'est quand même Decathlon. Vous avez vu, ils ont il y a quelques jours, je l'ai posté sur LinkedIn d'ailleurs. Ils ont décidé parce qu'il y avait une chaîne qui est CNews qui autorisait en fait des propos un peu particuliers, voire racistes, qui a décidé de ne plus faire de publicité sur cette chaîne. Je dirais que en effet, Decathlon est probablement une des marques les plus sincèrement et authentiquement bénévolentes. Je pense que il y a des marques qui sont un peu opportunistes par rapport à ça. C'est probablement la marque Leroy Merlin. Alors c'est pas par hasard, c'est le même groupe. Ce sont des marques aussi très bénévolentes parce qu'en fait, ils s'intéressent aux gens. Ils s'intéressent pas simplement à leur porte-monnaie, ils s'intéressent à la vie des gens. Après, il y a un exemple que j'aime bien aussi, même s'il va peut-être vous surprendre, c'est Lidl. En fait, Lidl, dans les séries spéciales qu'ils font, vous savez, c'est des produits à courte… ils rendent accessibles des produits parfois très très chers, comme les Magimix, etc., puisqu'on peut les acheter pour 300 €. C'est une façon aussi de rendre accessible
à la majeure partie des gens en fait des produits un peu difficiles à acheter pour tout à chacun. Donc je dirais pas que Lidl est une enseigne bénévolente alors que Decathlon l'est, mais ils ont des actes, ils ont des initiatives où ils essaient en fait de faire des efforts en matière de bénévolence, c'est-à-dire améliorer la vie des gens. Mais les distributeurs, alors on a un distributeur comme Intermarché qui a fait évoluer sa communication de façon significative depuis quelque temps. Je suis un peu perplexe parce qu'en fait, d'un côté, ils font des communications très, très magnifiques, hein, enfin absolument magnifiques, puis de l'autre côté, ils encouragent à faire des promotions de 75% sur le Nutella. Donc pour moi, il y a une sorte de dichotomie de marque dans laquelle je me perds un peu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit rayage encore à faire sur cette marque. Elle n'est pas totalement bénévolente, quoi. Alors, il y a les critères pour être une marque bénévolente. Je crois que le critère majeur, c'est la sincérité. Donc, c'est Cécile Caminel qui pose cette question. Je pense que les deux critères qu'on a vus dans l'indice, c'est la capacité des marques à vouloir améliorer la vie des gens. Et le deuxième élément, c'est un peu plus sur la communication, c'est la communication avec respect et empathie. Mais le socle, c'est la sincérité. C'est-à-dire que le critère majeur, c'est d'agir de façon sincère. Si c'est de l'opportunisme, si c'est temporaire ou si c'est pour faire plaisir au président, il ne faut surtout pas le faire. Il vaut mieux décider de ne pas y aller, de dire on n'est pas capable d'être vraiment bénévolent et de ne pas prendre ce chemin. Et si on le fait, il faut le faire avec sincérité, puisque c'est un élément clé. Alors, la différence avec l'aspect RSE, c'est que la RSE est en train de se chercher en ce moment, c'est-à-dire que nous, on considère que la RSE devrait être au cœur des stratégies des marques et non pas, comme c'est souvent le cas, en tous les cas pour le moment, une sorte de pièce rajoutée à la stratégie, ou en tous les cas à l'ADN des marques. Donc, la différence, c'est que je pense que c'est pas très loin, mais la petite différence, c'est que c'est plus global, en fait. Quand on dit qu'une marque cherche à améliorer la vie des gens concrètement, c'est pas simplement sur les aspects classiques de la RSE, c'est plus globalement. Ça intègre la notion du prix, ça intègre la notion de relation client, ça intègre la notion, en fait, de distribution de points de vente. C'est un petit peu plus large. Mais effectivement, une bonne stratégie de marque bénévolente doit intégrer la RSE au cœur de sa stratégie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on évolue vite avec les marques et les enseignes pour que la RSE ne soit pas, d'ailleurs, c'est intéressant, dans les organigrammes des sociétés, vous avez un patron de la RSE et un patron du marketing. Il y a un problème. Normalement, tout devrait être intégré, alors soit chez l'un, soit chez l'autre, mais pas c'est comme à un moment donné, il y avait des directions digitales et des directions de la communication. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait notre mutation sur ces aspects-là, notamment sur la RSE, et qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une direction du marketing et de la RSE globalisée pour que les initiatives soient un petit peu plus centrales et plus cohérentes. Enfin, vous le constatez comme nous dans toutes les entreprises. Ouais. Il y a une autre question par rapport à certains annonceurs, Patrick. Il y a des annonceurs, notamment des banques ou des distributeurs, qui séparent la communication institutionnelle de la communication commerciale. Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est toujours possible de faire ça avec le concept de bénévolence? Et où est-ce que la bénévolence n'est qu'un schéma qui ne joue que la com institutionnelle? Non, moi je pense que enfin moi je suis pas pour. Je pense qu'à un moment donné, tout acte de communication doit porter un ADN de marque, y compris lorsqu'on est sur une communication promotionnelle. Je pense que là où la bénévolence va aider beaucoup les distributeurs, je vais vous donner un exemple, c'est comment on peut transformer de la communication promotionnelle un peu classique et pas forcément très intéressante, donc en communication bénévolente promotionnelle. Je vous donne un exemple. On pourrait imaginer, lorsqu'on est une enseigne de biens d'équipement, genre un Conforama, un Ikea, un But, ce que vous voulez, de se dire, je dois communiquer sur la promotion, je dois communiquer sur le fait que je peux faire des réductions de 50, de 60 ou 70% sur des produits. Ça, c'est pas un sujet. On doit continuer à communiquer de façon promotionnelle. La question, c'est comment on la transforme, on la rend plus bénévolente. Un exemple, on sait très bien que dans les grandes villes, il y a des petites surfaces. Il y a beaucoup de studios de 20 mètres carrés, 25 ou 30 mètres carrés.
On pourrait très bien imaginer une promotion qui dise plus votre surface est petite, plus votre promotion est grande. À la fin, ça revient exactement à la même chose. Il y aura peut-être une promotion de moins 70, moins 80%. La différence entre les deux, c'est que je donne un signe à un client, dire je me suis mis à ta place, j'ai compris que tu étais dans une petite surface, et si tu as 20 mètres carrés, il est normal que tu aies une promotion qui soit plus importante que quelqu'un qui est 40 ou 50 mètres carrés. Ça, c'est une façon de transformer positivement la promotion pour les marques de distribution. Il y a d'autres exemples pour le retail, mais moi, au contraire, je pense que là où la benevolence va avoir le plus de travail à faire, c'est sur des sujets difficiles comme la promotion des ventes et notamment, comme tu le citais, dans la distribution. Là où c'est plus facile, c'est lorsqu'on est une mutuelle, lorsqu'on est une collectivité. Effectivement, c'est dans l'ADN des mutuelles où c'est un petit peu plus facile de parler de benevolence puisque c'est des marques qui sont nées avec cet état d'esprit. Là où il y a un vrai challenge, c'est dans des secteurs difficiles comme la distribution, l'automobile, parfois l'alimentaire, qui est en train de faire sa mutation sur ce sujet. Ça prend du temps, mais on sent quand même de belles initiatives, y compris dans les départements R&D, où on sent qu'aujourd'hui, tout ce qui est recherche et développement, notamment sur les produits avec du plastique, ça fait avancer les choses en fait. Est-ce que j'ai bien répondu sur la RSE? Donc j'ai vu que Oui. Cécile Caminel, j'avais pas vu votre réponse. Merci. Est-ce qu'en tous les cas, ça vous a paru clair? Est-ce qu'on essaie dans un format un peu condensé d'expliquer ce concept qui va d'ailleurs évoluer, et je vous donne ça en avant-première, c'est que en fait, il faut être attentif aujourd'hui à équilibrer la bénévolence avec ce qu'on peut appeler de l'étonnement de marque. Parce que la petite dérive dans laquelle on peut être aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a 5 ans, tout le monde se disait, mais attendez, c'est quoi votre concept de bienveillance plus bénévolence? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne peux pas dire qu'on était en avance, il ne faut pas être prétentieux, mais en tous les cas, on avait vu ça par hasard avant tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde s'y met avec effectivement l'intégration de la RSE, des communications de responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a aucun board d'entreprise qui ne dira pas « je veux être responsable ». Il faut faire attention à un élément en termes de communication, c'est devenir chiant en fait. Là, je vois aujourd'hui des articles dans LinkedIn, ici ou là, en disant il faut que la communication devienne plus responsable, etc., etc. On doit être attentif à que ces démarches ne soient pas chiantes. Parce que quand on est utile et responsable, si on ne véhicule pas ça avec étonnement, avec fraîcheur, on va ennuyer les gens. Donc, on est en train aujourd'hui, avec BVA, de faire évoluer notre indice pour se dire il faut continuer d'être bénévolent, mais on va essayer de prendre des mesures sur le concept d'étonnement vis-à-vis des gens pour que ça reste intéressant. C'est-à-dire que si tout le monde communique sur de l'utilité, la responsabilité de façon entre guillemets chiante, ça ne va pas intéresser les gens. Donc quand on est dans la communication, quelle que soit sa forme, ça peut être du digital, de la publicité, ce que vous voulez. Il faut qu'on maintienne ce qui fait l'ADN en fait des communicants, c'est intéresser les gens sur des sujets bien définis. Donc on est en train de définir un concept, je vous le donne en avant-première là. On a déposé le nom maintenant, on va additionner à la notion de bénévolence la notion d'étonnement pour créer un concept de ce qu'on appelle les marques magnétiques, c'est-à-dire en fait, le système est inversé, c'est-à-dire les gens vont venir vers la marque parce qu'elles sont à la fois bénévolentes et en même temps parce qu'elles arrivent à être étonnantes sur leur marché. Donc, j'espère que ça fera peut-être l'objet l'année prochaine d'une autre séance entre nous, mais on s'aperçoit que la bénévolence, en fait, on est en train maintenant de la compléter pour aller vers ce concept de magnétisme. Alors, il y a une question qui est quels sont vos recours pour convaincre un board d'une telle transfo? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est la problématique de la durabilité de la marque. Alors, c'est pas parce qu'on est bénévolent qu'on n'est pas bénévolent qu'on va disparaître du jour au lendemain. L'argumentaire, il est de se dire, petit 1, est-ce qu'on veut, dans les 10 ans qui arrivent, continuer à avoir une croissance saine
en matière de business. La bénévolence amène à une croissance saine, c'est-à-dire qu'on n'achète pas ses clients. En fait, on arrive à développer avec eux une relation suffisamment forte pour faire de la valeur ajoutée avec eux, bénéfique à la marque. Donc c'est un point important, c'est la pérennité de la marque, c'est la pérennité du business. Et pour avoir des actes, quand on regardait l'exemple tout à l'heure de Arts Hotel, secteur très encombré, où aujourd'hui tout le monde se bagarre à coups de ristournes de prix de tel ou tel hôtel, là le problème est un peu différent. Probablement qu'avec cette chaîne qui s'est développée, la notion du prix, elle devient relative. Donc pour répondre complètement à votre question, le fait d'être bénévolant peut permettre d'accepter une différenciation de prix sur un produit comparable. Mais même vous, si vous posez la question Anne, vous dites si demain j'ai le choix entre deux marques à prestations équivalentes, le fait qu'elles soient plus bénévolentes va faire de la préférence. Donc pour répondre à la question jusqu'au bout, pour impliquer un board, c'est dire est-ce qu'on souhaite être la marque préférée de notre secteur? Alors, comment on passe d'une action à one shot à une transformation de fond? Il faut un programme en fait, il faut déterminer un programme sur le moyen terme en disant voilà la direction, on n'y est pas tout à fait. Voilà la trajectoire de la marque. Et puis, je crois qu'il y a une question de fond de la part des dirigeants d'entreprise, c'est est-ce que sincèrement, ils ont envie que leur marque devienne bénévolente? Si au fond d'eux, ils n'ont pas envie, il ne faut pas essayer. Parce que là, ça va être, on va rentrer dans ce qu'on appelle par ailleurs du greenwashing, par exemple. S'il n'y a pas de la sincérité, s'il n'y a pas une détermination farouche, il ne faut pas essayer, il ne faut pas tenter. Vous savez, il y a des marques aujourd'hui sur le marché qui disent on assume le fait de ne pas être bénévolent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Mais le critère clé pour passer de one shot à transformation de fond, c'est la sincérité. Alors pourquoi SoBioéthique, seule marque bio? En fait, c'est lié à la catégorie. Vous avez aussi quand même Björk qui est quand même pas très mal noté dans l'indice de Benevolence. C'est aussi lié à la catégorie. Quand on est une marque bio, on est un peu surscoré par rapport à une marque qui ne l'est pas. Donc ça, c'est ce qu'on a observé avec BVA, c'est-à-dire qu'il y a une prime pour l'instant, en tous les cas, je pense que dans 3-4 ans, ça sera différent. Je pense que ça va se banaliser, le bio. On arrivera peut-être que la notion du local, on le voit en ce moment, hein, on est en train de passer du bio au local. Et ce sera plus important d'avoir des produits locaux que d'avoir des produits bio, qui est un concept maintenant qui a tellement été utilisé à tort à travers qu'il est en train de se banaliser. Je ne sais pas si ça répond aux questions posées. Oui, mais pour compléter, si tu permets, quand on veut démarrer pour aller vers une démarche de bénévolence, est-ce qu'il y a un travail d'étude d'image à faire? Qu'est-ce que tu conseilles de faire au départ pour voir l'aptitude à cela? Alors, oui, si c'est une marque, déjà on peut se prendre la température avec l'indice de bénévolence, puisqu'il existe et qu'il est stabilisé aujourd'hui, et se comparer par rapport à ses compétiteurs, par rapport à sa catégorie et par rapport même à des marques, à des secteurs périphériques. Déjà, c'est de se dire où est-ce que j'en suis. L'indice de bénévolence dit où est-ce qu'il faut agir. Est-ce qu'il faut agir sur les actes ou est-ce qu'il faut agir sur la communication? Parce que vous avez parfois des marques qui sont extrêmement bénévolentes, mais inconnues. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elles font. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le même problème que la RSE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai sujet de la RSE, c'est d'arriver à faire percevoir ce que l'on fait. On discutait il y a quelque temps avec le groupe Orange qui nous présentait la totalité de ce qu'ils faisaient en matière de RSE. C'est prodigieux, hein, c'est juste incroyable. Mais si vous posez la question dans la rue en disant quelle est l'action majeure en matière de responsabilité Orange mène, les gens sont incapables de répondre. Donc le vrai sujet de la RSE aujourd'hui, au-delà du fait d'avoir des actions de RSE bien précises, c'est de les rendre perceptibles. Et là, on n'est plus dans le fond, on est dans la communication. Et c'est un sujet majeur parce que tout le monde s'engouffre dans la RSE, tout le monde se dit on va avoir des opérations de responsabilité interne-externe. Et si on ne le voit pas, si les gens ne le voient pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne valorise pas la marque. Et c'est un vrai drame parce que pour les gens de la RSE, c'est un vrai drame parce qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Et que quand on mesure la somme des investissements pour faire de la RSE et le résultat, nous, ce qu'on dit maintenant à nos clients, c'est que parfois, il faut aller prendre de l'argent de la communication commerciale et le mettre dans la communication RSE.
Parce que sinon, on ne le verra jamais. Alors, est-ce qu'on fait partie est-ce qu'une filiale peut aller plus loin que le siège monde? Oui, bah, c'est un très bon exemple, McDo. McDo est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on peut dire que la France est remarquable, sous l'impulsion d'ailleurs de Jean-Pierre Petit, qui est un ancien de BDDP. La France est exemplaire en matière de benevolence et en matière d'initiative RSE. Oui, parce que si vous regardez, si vous voyagez dans le monde, quand vous allez dans un McDo aux États-Unis, dans un autre pays du monde, c'est quand même terrifiant. Hein. Quand vous allez aux États-Unis dans un McDo, je schématise un peu, mais c'est quand même le restaurant du pauvre. Aujourd'hui, on a une vision déformée de McDo parce qu'en France, ce sont de vrais restaurants qualitatifs, avec des démarches qualitatives, avec une vraie volonté de faire travailler les producteurs locaux. Donc, c'est un formidable exemple, la France, en tous les cas, sur ce sujet-là. Oui, donc, ça peut arriver effectivement que lorsqu'on est dans un groupe international, la France peut être un petit peu en avance. Alors, c'est vrai que quand on regarde les initiatives RSE dans le monde, quand on fait un ranking des pays, la France est toujours bien classée, en fait. Je pense que la France, aujourd'hui, elle n'est pas en avance sur tout, mais en tout cas, là-dessus, elle est en avance sur la façon d'appréhender les problématiques de responsabilité ou de RSE au sens général. Mais on l'évoquait tout à l'heure, la RSE devrait devenir une partie constituante de la stratégie. C'est-à-dire le fait de se dire, j'ai envie que ma marque prenne des initiatives de responsabilité, d'utilité pour l'écologie, l'environnement, etc., ça doit devenir, je dirais, un prérequis pour toutes les marques. Ce qui pose la question plus globalement, c'est la position de sa marque dans son environnement. Est-ce que j'ai envie que ma marque soit utile dans la vie des gens? La vraie question, elle est là. Après que vous ayez un produit, que ce soit une marque de distribution, une marque alimentaire, peu importe. Est-ce que la direction de l'entreprise, est-ce que les gens du marketing, est-ce que le président, est-ce que les fondateurs, est-ce que les dirigeants ont envie que la marque prenne une position utile dans la vie quotidienne des gens? C'est une question majeure. C'est quel rôle on donne à sa marque? On peut se dire, c'est juste un rôle commercial et basta. Mais si on souhaite aller plus loin, c'est la définition de ce rôle qui détermine le plan d'action qu'on évoquait tout à l'heure. Je peux aller plus loin, nous parlons d'élasticité, parce qu'en fait, c'est la base de l'élasticité, la capacité à progresser. Oui, alors, je ne vais pas généraliser, mais je pense que toutes les marques dans tous les secteurs ont cette capacité de s'étendre un peu, une fois encore, si elles le font avec sincérité et avec des actes concrets. Faisons 10 ans en arrière dans la distribution, 15 ans en arrière peut-être. La distribution, tout le monde tapait dessus. C'était des vilains, c'était pas bien ce qu'ils faisaient, c'était honteux. Quand on regarde que pendant le premier confinement, alors on verra si ça dure, les marques les plus plébiscitées étaient les distributeurs, ça amène à réfléchir. Ça veut dire que il n'y a pas de secteur maudit, si je puis dire, pour la benevolence. Tout secteur, même industriel, peut être en mesure, en fait, de transformer sa marque. Une fois encore, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est la volonté des dirigeants. Parce que ça nécessite des transferts d'investissement, ça nécessite parfois des investissements tout court, ça nécessite de tenir la rampe face à ses actionnaires. Et le problème aujourd'hui qu'on a dans l'industrie française, ou dans la distribution française, c'est parfois le jeu malsain des fonds d'investissement. Parce que vous pouvez avoir des dirigeants convaincus qu'il faut transformer sa marque avec la bénévolence pour lui donner une perspective moyen terme, mais quand vous avez des fonds d'investissement qui mettent de la pression pour que dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans, la boîte ait sorti le plus de résultats possible, quand vous êtes dirigeant d'une boîte, si demain, Claude, tu es président d'une boîte avec des fonds d'investissement, tu vas être partagé entre est-ce que je délivre des résultats parce que j'ai mon bonus qui est rattaché à ce résultat, ou est-ce que je prends des initiatives suffisamment fortes pour que ma marque ait un rôle dans la société et elle puisse avoir sur les 10 ou 15 ans une forme de pérennité? C'est un choix cornélien. Donc, je pense que les fonds d'investissement, ils sont utiles dans certains cas. Alors, on sent que maintenant, il y a des fonds d'investissement plus responsables, même BlackRock, d'ailleurs, ils font de la communication en ce moment, essaie de prendre une position plus responsable dans les investissements, mais il y a encore trop de fonds d'investissement qui participent à une forme de cupidité générale et qui font que les dirigeants d'entreprise sont partagés. Donc,
une des questions qui a été posée par rapport à un board, c'est il y a parfois la réponse dans la structuration du capital. C'est pour ça qu'il y a plus, quand vous regardez la CAMIF, qui a été repris il y a quelques années par un entrepreneur, c'est un formidable exemple. Parce que dans son secteur, dans les biens d'équipement à la personne, tous les produits sont fabriqués à moins de 150 km, qu'avec de la production locale. Ça a été les premiers à dire non. D'ailleurs, ils ont été primés à la DTEM, je crois, il y a un an. Le patron de la CAMIF a été primé. Ils ont dit non au Black Friday, etc. Donc, c'est possible. C'est possible. Et nous, c'est pour ça qu'on était à la fois surpris et intéressé que le 4 février, il y ait autant de grands chefs d'entreprise qui viennent avec nous, avec le groupe Les Échos, à cette conférence. Ça veut dire que ça commence à titiller les esprits. On n'y est pas encore, mais ça commence à titiller les esprits. Je pense qu'on est au début du match. Maintenant, il faut qu'on passe d'une phase de bons sentiments, parce que ce qu'a fait le confinement, c'est tout le monde était beau, tout le monde était gentil, et tout le monde s'aimait, etc. Bon. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Il risque d'y avoir deux attitudes. Il y a tellement de marques et d'entreprises qui sont en souffrance en termes de business. Ne parlons pas des restaurants, ou des chaînes de restaurants ou des restaurants individuels qui ont énormément souffert. Il va y avoir, ça va être intéressant à observer, ceux qui vont rester sincères dans leur démarche et ceux qui vont peut-être, pour un temps en tous les cas, être beaucoup plus agressifs en repoussant en fait leur volonté de bénévolence à plus tard. C'est ce que je crains un petit peu. Quelles sont les actions menées par les fonds d'investissement? Ben vous avez, alors, quelles sont les actions? Les actions, c'est que vous avez maintenant, dans l'élaboration de la mesure de performance des entreprises, des critères qui disent, nous allons mesurer votre entreprise, pas simplement sur son EBITDA, et sur son EBITDA et sur l'ensemble des initiatives qu'elle mène pour la société, l'environnement, l'écologie, etc. Donc c'est et tous les fonds ne le font pas, mais certains fonds vont mesurer la performance de l'entreprise et de ses dirigeants avec ce critère qualitatif. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et vous avez d'ailleurs des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans ce type de démarche. Alors, c'est une petite partie pour l'instant, mais ça progresse. Et je pense que petit à petit, les choses vont se développer dans ce sens et c'est plutôt encourageant. Mais d'ailleurs, il faudrait à la fois transformer le système d'évaluation des entreprises, mais généraliser, y compris pour la Banque de France, parce que si un fonds fait d'investissement, si la Banque de France, à la fin de l'année, vous dit « c'est vachement bien ce que vous avez fait pour l'écologie, mais vos résultats ne sont pas là, je dégrade votre note », on tourne en rond. Donc il faut, à mon avis, un mouvement général qui dise que toutes les entreprises en France doivent être mesurées avec les résultats financiers, mais aussi avec un certain nombre d'actions responsables. Si on arrive à faire ça, l'ensemble du système va se transformer. Mais tant qu'on aura la Banque de France qui vous regarde uniquement avec vos résultats financiers, ça déséquilibre le système. Dans le même temps, je pense qu'il faut remettre en cause, d'ailleurs il y a des très très bons bouquins en ce moment qui remettent en cause le concept de PIB, qui est archaïque, qui est un système d'évaluation de performance des pays que sur des critères quantitatifs. Donc, je pense qu'il est temps que le système d'évaluation des entreprises change et que le PIB soit remis en cause. Si on arrive à bouger ces critères-là, je pense qu'on a beaucoup d'espérance à avoir et ça va décontracter, ça va aider des dirigeants à prendre des décisions différentes. Parce qu'en fait, le problème, là où c'est bloqué, ça peut être bloqué dans la tête des dirigeants. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que j'optimise mon EBITDA pour les 4 ans parce que dans 4 ans, j'ai mon bonus? Ou est-ce que... Voilà. Il y a un sujet clé dans ce domaine-là qu'il faut traiter. Parlons, si tu permets, des groupes. Est-ce que la bénévolence, tu la situes plutôt au niveau d'une marque mère, d'un groupe, au niveau d'une marque commerciale? Je sais pas, je prends un exemple. Est-ce que, si on prend le cas de Danone par exemple, est-ce que la bénévolence, tu la mettrais au niveau de la marque Danone ou d'une des marques produits qui font le portefeuille de marque de Danone? Moi, je le ferai au niveau du groupe parce que je pense que sinon, ça risque d'être une martingale un peu facile à utiliser. Si une de mes marques est totalement bénévolente, mais si mon groupe ne l'est pas,
ça fait un peu bizarre. Je pense que, en tous les cas, pour parler de Danone, on sent qu'Emmanuel Faber a vraiment envie de transformer son groupe. Alors même s'il a annoncé hier ou avant-hier qu'il allait supprimer des postes dans le monde, supprimer des emplois, on sent qu'il a cette volonté. On sent aussi qu'il n'y arrive pas toujours parce qu'il a des investisseurs et que c'est pas simple. Donc je pense que pour répondre à ta question, il faut que ça soit au niveau du groupe pour irradier en fait l'ensemble des entreprises et des marques commerciales. Sinon, c'est trop compliqué. Sinon, c'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué à gérer. C'est-à-dire que il y a eu des initiatives dans le groupe Danone avec, par exemple, les 2 vaches. Ils ont aussi lancé des produits, les yaourts locaux. Et je pense que c'est. Mais bon, ceci étant dit, Danone est quand même une marque assez remarquable dans ce domaine. On sent qu'il y a une vraie volonté d'améliorer les choses. Et ça, c'est plutôt louable. N'oublions pas que Danone, il y a 25 ans, avait créé sur son concept de la santé une vraie initiative concrète avec sa fondation sur la santé. Donc, c'est dans l'ADN de cette marque de vouloir le bien des gens. Je ne sais pas si tu as... Moi, je n'ai pas la vision là, sur le chat. Tu as des questions sur le chat? Non. Là, il y a des échanges sur justement les investissements socialement responsables, mais je n'ai pas de sentiment qu'il y ait d'autres questions pour le moment. D'accord. Bon, moi, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être, Patrick, on peut proposer que l'ensemble de nos amis qui suivent la réunion en ligne puissent recevoir ton ouvrage. Bien sûr, qu'ils fassent la demande à Corentin. C'est ça. Qu'ils envoient un mail. Je ne sais pas. Hein, avec plaisir. Dans tous les cas, ceux qui le souhaitent, il suffit que Corentin rassemble vos adresses et je ferai un plaisir de vous envoyer un livre. En tous les cas, merci de votre temps. Merci de cet accueil pour la bénévolence et puis j'espère à très bientôt. Voilà, merci. Nous, ceux qui voudront revisionner la réunion pourront le faire avec plaisir. Sachez que par rapport aux initiatives venant de Montpellier-Occitanie, on a une autre réunion justement sur la RSE, à savoir si c'est un critère qui peut être utilisé en matière de positionnement ou pas, et l'organisation que cela demande. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il faut séparer la RSE et le marketing ou est-ce qu'il faut rassembler les deux? Donc, ce sera des sujets que l'on traitera. Et a priori, on a fixé cette date-là, le 14 décembre. Voilà. Merci à nos amis. Merci, Patrick, de ton intervention. Et on se retrouve très prochainement sur d'autres lives et d'autres directs depuis notre service ADTM. Merci à tous. À bientôt. Merci.